C'est le retour du soleil, non? Donc on va profiter de tout ça pour parler des législatives, évidemment, puisque dimanche c'est le premier tour et que du coup là c'est le dernier jour de campagne. Donc si on veut parler de ça, et ben c'est aujourd'hui. Amis réfractaires, nous sommes le 28 février 2024, accrochez-vous, car c'est l'actu réfractaire. Bon alors, c'est quoi l'intérêt de ce premier tour des élections législatives? Alors déjà, il y a un enjeu, c'est celui de la participation, et d'après les instituts de sondage, ça devrait être très très élevé. Et cette forte participation, elle va permettre à certains députés d'être élus dès le premier tour, s'ils dépassent les 50% et surtout les 25% des inscrits. Alors t'avais 2-3 insoumis qui avaient été élus au premier tour là en 2022, il y en avait 5 en tout là, mais là ils devraient être beaucoup plus nombreux. Et la plupart des seconds tours en France, on le sait, hein, ça va être un Rassemblement National contre Nouveau Front Populaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces législatives, elles sont quand même vachement bizarrement foutues, hein. En fait, si un candidat, il a 12,5% des inscrits qui ont voté pour lui, et même s'il finit 3e des élections, et ben il va quand même au second tour. Ce qui fait que des fois, t'as des seconds tours avec 3 candidats, tu vois, c'est ce qu'on appelle une triangulaire. Et donc là, on se retrouverait avec un Macron, un RN et un Front Populaire. Et dans le cas d'une triangulaire, bah, c'est le premier qui l'emporte, quoi. Même s'il fait que 40%, et ben il est quand même élu député. Et avant 2022, ce qui est arrivé dans ces cas-là, c'est qu'il y avait un barrage républicain, tu vois, si le Rassemblement National pouvait emporter dans la circonscription, et ben le plus faible des 2 autres candidats se désistait pour qu'il y ait la victoire d'un parti républicain. C'est globalement ce principe qui a permis à Emmanuel Macron de remporter quasiment l'intégralité de ses élections. Sauf qu'à partir des législatives de 2022, beaucoup de macronistes ont refusé de faire barrage et ont préféré faire gagner un candidat Rassemblement National. Mais à ce moment-là, c'était encore un peu discret, tu vois, c'était des consignes, mais c'était pas public, tu vois. Alors que là, maintenant, les macronistes, ils ont plus de gêne, hein, ils disent ni Rassemblement National, ni LFI. Voilà, ça c'est clair. L'idée pour eux, c'est que c'est préférable d'avoir un élu RN plutôt que LFI, ce qui en dit long sur le glissement idéologique de la bourgeoisie française, hein, ceux qui ont reproché à Mélenchon en 2017 de ne pas avoir appelé clairement à voter Emmanuel Macron au second tour des présidentielles. De leur côté, les écologistes et les socialistes, eux, ils annoncent déjà qu'ils retireront leur candidat au profit d'un macroniste en fait, hein, c'est ça le truc. Reste à eux quelques jours pour déterminer si le macronisme respecte les valeurs républicaines. En tout cas, ce qu'on aura dimanche à 20h, c'est une estimation du total de vote pour chaque parti, tu vois. Mais ça va pas du tout déterminer la composition de l'Assemblée nationale. Pour rappel, si on fait les petits calculs et tout ça, c'est la NUPES qui avait gagné en pourcentage de voix l'élection législative en 2022. Sauf que concrètement, à l'Assemblée nationale, ils avaient eu que 150 députés sur les 577. La vérité, c'est qu'on va pas avoir une composition exacte de l'Assemblée nationale dimanche. Ce qui va déterminer cette composition-là, eh ben, ça va être le travail des militants dans l'entre-deux-tours. C'est tout. C'est vraiment ça, hein. C'est est-ce que, oui ou non, tu vas avoir des dizaines et des dizaines de militants rigoureux qui vont s'organiser pour faire du porte-à-porte, du tractage. C'est ça qui va déterminer la future composition de l'Assemblée. Parce que vraiment, dans énormément de cas, ça va jouer, mais à quelques centaines de voix. Donc ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et il y a un autre sondage aussi sur lequel on est tombé qui parle en fait du Front Populaire et des électeurs du Front Populaire. Parce que vous savez, dans le Front Populaire, il y a des candidats de plusieurs partis différents. Donc quand tu es un électeur du Parti Socialiste, comment est-ce que toi tu vas voter si ton candidat c'est un gars du PS ou un gars du PCF ou un gars écolo ou un gars de LFI? C'est ça parle des intentions de vote de l'électorat Front Populaire en fonction de leur appartenance politique et du candidat de leur circonscription. Et on remarque par exemple que les insoumis, eux, eh ben, ils votent. Voilà. Qu'importe si c'est PS, PCF, FI, machin, ils votent. Ils sont rigoureux à plus de 90% des cas. Donc, ils s'en foutent, eux, le programme. Et vu que leur programme, ça leur plaît, qu'importe qui le porte, voilà, ils votent, quoi. Et même si ça les fait chier, ils votent. Alors, vous me direz, c'est normal, hein, puisque, c'est une alliance, machin. Mais non, parce que chez les autres, c'est pas pareil, hein. Par exemple, l'électorat écolo ne va voter pour un candidat insoumis que pour 69% des cas. Et même les électeurs PS, c'est 65% seulement qui vont voter pour un député insoumis. Traduction, tu as un beau tiers des écolos et des socialistes qui préfèrent voter pour un macroniste que pour un insoumis. Ça en dit long quand même sur l'électorat. Alors qu'ils ont le même putain de programme. C'est ça qui me fume, ils ont le même putain de programme. Officiellement. Après, les têtes de parti, ils le savent bien. Donc, quand ils ont partagé les circonscriptions, tu vois, de toute la France dans leur petite réunion là à Paris, et ben en fait, ils se sont arrangé pour que les circonscriptions Bourges pro-macronistes soient détenues par le PS et les circos plus populaires par LFI pour réduire un maximum ce report de vote de l'électorat de gauche vers le macronisme. Et d'ailleurs, en parlant du macronisme, ça sent la fin, cette histoire, hein. Parce que le Macron, il était un peu confiant, tu vois. Il s'est dit, tiens, je vais faire 2-3 petites interviews, machin, des interventions, je vais faire un podcast, je vais faire une lettre aux Français, ça va suffire. Pas du tout. Tout le monde s'en fout, frère. Bref, le gars, il a raté sa campagne. Et on voit bien sur les intentions de vote pour le bloc central, comme ils disent maintenant, ça reste stable, en fait. Ils sont nuls, quoi.
En fait, les macronistes, ils commencent à détester Macron parce qu'ils les ont dégagés de leur poste de député. Ils ont anticipé un petit peu la défaite, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont mené campagne en disant qu'ils n'étaient pas macronistes, en mettant pas la photo d'Emmanuel Macron, en mettant pas La République en marche ou Ensemble ou rien du tout. T'en as énormément qui sont critiques publiquement de la dissolution d'Emmanuel Macron, et surtout t'en as qui se disent bah vas-y, préparons 2027, et notamment avec Édouard Philippe et Darmanin qui ont quasiment officialisé le fait qu'ils allaient être candidats en 2027 pour être les successeurs du macronisme dans ce bloc central, en essayant de récupérer un maximum des voix des LR, parce que eux c'est des anciens de LR. Ce qui fait que vu qu'il n'y a pas eu de sursaut macroniste pendant cette campagne-là, ben c'est possible en tout cas que dimanche on assiste à la télévision à l'effondrement du macronisme, qui n'aura pas assez d'élus pour former une alliance pour gouverner. Et franchement, bah, c'est toujours ça de prix, hein. La question étant, que va faire Emmanuel Macron si c'est Bardella qui est Premier ministre ou si c'est personne qui est Premier ministre parce que tu as une instabilité gouvernementale? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se démissionner? Est-ce qu'il va faire l'article 16? Est-ce qu'il va essayer de... On sait pas, en fait. C'est ça la grosse surprise. Ce qui fait que, pour moi, le plus important, évidemment, c'est le vote et tout ça, les élections, mais c'est surtout ce que va décider Macron juste après 20h, pas dimanche là, mais celui d'après, à la fin du second tour. Allez, dans cet épisode spécial législatif, on va faire une météo des luttes un petit peu particulière qui va consister à regarder dans le rétro. Il n'y a pas de rétro, mais imaginez qu'il y a... Bref. Qu'ont fait les différents partis pour le mouvement social et pour les luttes? Eh ben, ça va être assez rapide, hein. Le seul moment où tu as véritablement eu un mouvement social fort qui a été soutenu par le Rassemblement national, c'était pendant les Gilets jaunes. Sauf que, ce qui est intéressant de noter, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, pour rappel, c'était le 17 novembre 2018, et dès décembre 2018, le 7, tu as Marine Le Pen qui a envoyé une lettre aux journalistes, tu vois, en disant qu'elle se désolidarise notamment du mouvement des Gilets jaunes et notamment des revendications démocratiques qui portaient sur la constituante et tout, tu sais. C'est à ce moment-là où on commence beaucoup à partager Étienne Chouard et compagnie. Parce que elle dit, il faut pas de violence, et puis il faut respecter les institutions, il faut respecter la 5e République, etc., etc. Donc en fait, ça lui allait tant que c'était des revendications qui étaient dans son programme, et dès que ça dépasse ce truc-là et que ça va être plus ambitieux que le RN, et ben là, du coup, non, ça l'intéresse plus. Et peu de temps après, tu as eu aussi une proposition des Insoumis, pour le coup, qui était d'amnistier les Gilets jaunes. Donc ceux qui étaient condamnés, de les décondamner, si tu veux. Elle a été contre, notamment parce que, à la fois, elle est un grand soutien de la police, et en même temps, elle voulait soutenir les Gilets jaunes, mais plutôt la police, tu vois. Donc s'il y a eu des confrontations, elle prend toujours le camp de la police. À Sainte-Soline, ce sont des élus, et là, du coup, des écolos et des filles notamment, qui ont mis en place un cordon sanitaire pour permettre la prise en charge des blessés les plus graves. Et c'est eux aussi qui ont fait pression sur la préfète pour les faire évacuer alors que la gendarmerie bloquait les ambulances. Et dans les manifs retraites, ce sont ces élus-là proches du Front Populaire ou affiliés au Front Populaire qui ont fait les piquets de grève, les manifestations, les blocages, que ce soit dans les facs ou dans les lycées. Et quand Naël, qui a été tué il y a un an quasiment jour pour jour aujourd'hui, et toutes les violences policières de la sorte, c'est encore des élus du Front Populaire qui étaient venus là pour proposer des lois sur la réduction de l'arsenal policier ou qui étaient venus directement dans les commissariats en usant du droit de visite. Et t'as d'autres profils comme Rachel Keke qui était à la base des grèves des femmes de chambre d'hôtel Ibis, et t'as aussi par exemple Sébastien Delogu qui est connu pour avoir brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale et qui a été le fer de lance de la grève des taxis contre l'implémentation des plateformes comme Uber. Bon alors évidemment on va pas se mentir, il n'y a pas des Delogu partout dans toutes les circonscriptions, on est d'accord, hein. Donc le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de regarder le CV des candidats de votre circonscription et de voir qu'est-ce qu'ils ont fait et de voter en conséquence. En se disant que de toute façon, il y aura les élections quoi que vous fassiez, quoi. Voilà. Mais après il y a d'autres trucs après les élections qui sont faisables, mais pour ça il y a les vidéos du Canard Réfractaire que vous connaissez déjà. Allez, dernière info, vous savez qu'il y a eu 2 débats sur les législatives là en France il y a quelques jours, et en vrai c'était pas ouf, hein. Mais si vous pensez que c'était vraiment les pires débats, vous vous trompez. Il y a aussi ce qui se passe aux États-Unis en ce moment même. Move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Ouais, là on sent que Papy Biden, il est sur la fin et qu'il commence sérieusement à inquiéter le camp démocrate. La CNN rapporte même l'analyse d'un démocrate mobilisé qui dit que we are fucked. En rajoutant, Biden paraît terrible, il sonne horrible, il est incohérent. Et pour rappel, l'élection présidentielle, c'est en novembre, et Biden n'arrive toujours pas à rattraper son retard sur Trump, hein. Petite info gratuite d'ailleurs, la CNN, là, ils ont diffusé le débat présidentiel, et en fait, eux, leur principe, c'est qu'ils coupent le micro du candidat qui parle pas, tu vois. Ce qui fait que quand Biden y parle, Trump peut pas le couper. Et ça, c'est très bien. Enfin, je veux dire, quand on regarde en France qu'on a eu avec Gabriel Attal, notamment, qui n'arrêtait pas de couper la parole en permanence, je me dis, ouais, il faudra que ça arrive en France, cette technique-là. D'ailleurs, de nombreux grands patrons états-uniens apportent
aujourd'hui leur soutien à Trump beaucoup plus qu'en 2016, notamment en Californie avec les chefs de la tech et tout, et l'influence de Musk, tu vois, le gars de Tesla, qui pourrait d'ailleurs peut-être rejoindre la future équipe de Trump à la Maison Blanche. Après, j'aime bien l'article du Monde parce que ça commence avec le grand chef de JP Morgan, qui est une des plus grandes banques du monde, tout simplement, et qui dit que, en gros, qu'importe qui va être élu en novembre parce que son entreprise survivra et prospérera dans les deux cas. Voilà. Ça résume bien la politique états-unienne, je trouve. Genre, qu'importe qui est élu, c'est les mêmes qui gagnent à la fin. Et ce vendredi, il est un peu spécial aussi parce que c'est la dernière actu réfractaire d'Eli. Alors, vous l'avez pas vu en présentateur, mais Eli, c'est l'un des principaux rédacteurs de toutes les émissions que vous avez vues sur cette chaîne. Toutes les météos des luttes, c'est lui qui les a écrits, comme les points abonnés, comme quand on parle de corruption ou d'affaires policières, et énormément des autres informations, c'est lui qui les a écrits. Et c'était d'ailleurs notre infographiste, voilà, qui faisait des magnifiques montages vidéo qui me manquent un petit peu. Eli, il est de Strasbourg, hein. Il a traversé toute la France pour venir à Guingamp et écrire avec nous les toutes premières actus réfractaires qui ont lancé cette chaîne. Et de notre côté, dans l'équipe tous les jours, Eli, c'était notre chauvin strasbourgeois, tu vois, qui animait de grands débats sur le foot, notamment pour savoir si Mbappé, il est macroniste. Alors, on va se diviser sur la question et débattre sur la question, oui, mais après le 14 juillet, d'accord? D'abord, on gagne l'euro. Bref, Eli, c'était jusqu'à aujourd'hui une des personnes dont le travail fait l'actu réfractaire. Alors, au nom de toute l'équipe, on te remercie, Eli, pour tout le boulot que tu as fait ici. Et donc, évidemment, Eli, on te souhaite à toi, à tes chats et tes Flamencush le meilleur pour la suite. Les tartes flambées, on dit les tartes flambées. Et donc, si vous aimez actu réfractaire, si vous trouvez utile ce qu'on fait, mettez un commentaire pour remercier Eli. Allez, on se retrouve lundi pour votre prochaine actu réfractaire. Et je vais remettre mes lunettes parce que il fait beau. C'est pas si beau que ça. J'ai un peu exagéré le fait qu'il fasse beau à Guingamp. Mais il y a plein de choses qui sont beaux à Guingamp, d'accord?